Cher Esprit Libre, bonjour à tous. Aujourd'hui, il s'agit de la substance spirituelle. Quelles sont ses premières caractéristiques? Bon, j'en ai relevé 10 pour qu'il y ait une certaine substance, un certain corps à la démonstration. Quelle est sa fonction dans nos vies quotidiennes? Je ne vous parlerai pas de son côté extraordinaire, comme la clairaudience, la bilocation, bon, l'ensemble des dons et des charismes. C'est pas ça mon propos. Mon propos, c'est ce qui m'intéresse, ce sont ses applications au quotidien, comme le pouvoir de délibérer avec soi-même. Cette fonction-là est due grâce à la substance esprit, pas avec la matière. De décider, on retrouve tout le contexte de la volonté. De se projeter dans l'avenir, l'imagination, la créativité, artistique et scientifique. Avant qu'un scientifique établisse une loi, il y a pensé, il l'a imaginé, hein, il l'a rêvé, il en a formulé une hypothèse. Et puis ensuite, il met en route le processus de la science, d'essayer de démontrer est-ce que l'hypothèse est bonne, est-ce que l'hypothèse est nulle. Le génie, bien des scientifiques qui ont fait des grandes découvertes sont des génies. Hein. Les inspirations, donc, qui permettent le génie. Et puis surtout, le pouvoir d'aimer. Donc vous voyez, c'est quand même beaucoup d'activités qui sont liées à la substance spirituelle. Comme la médecine est un art qui protège la vie, nous sommes des artistes de vie. C'est-à-dire que nous avons cette capacité de faire de nos vies une rencontre entre nos deux dimensions, matière et esprit, entre nos émotions, nos aspirations, nos rêves et notre réalité rationnelle qui nous ramène, si je puis dire, les pieds sur terre. Au fond, il s'agit de nos principales activités au quotidien. Cette substance spirituelle, voilà ce qu'elle nous accorde. C'est quand même un cadeau fabuleux. Et c'est ce qui nous distingue. Encore que les animaux ont beaucoup de capacités de cet ordre-là, mais pas à ce point. En fait, ces principales activités sont le fruit de cette dimension spirituelle en nous, et non de nos algorithmes biologiques. C'est du moins ce que je vais tenter de montrer. Alors dans ma rubrique « Un bien peut cacher un mal », aujourd'hui j'ajouterai « même involontairement ». Et si je vous ai parlé d'algorithme biologique, c'est parce que je vais vous parler de Yuval Noah Harari. Je vous en ai déjà évoqué. Bon, il a vraiment écrit, il a écrit 3 livres très intéressants. Donc ce qui nous concerne, là, ce qui va faire l'objet de quelques citations, c'est Homo sapiens, c'est le premier qu'il a écrit, qui est sorti en 2015, mais il l'a écrit en 2011, en hébreu. Bon. C'est vraiment une somme passionnante d'informations objectives, hein, et qui est largement référencée. Donc c'est vraiment un travail sérieux. Bien que sa thèse centrale, je sois radicalement à l'opposé. C'est d'ailleurs ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que là j'ai vraiment quelqu'un qui a fondé sa thèse centrale sur l'inverse total de ce que j'essaye de montrer. C'est vraiment, on est à l'opposé pour tous les éléments, c'est totalement, voilà. Donc ça c'est pas mitigé, c'est pas, non, c'est vraiment à l'opposé. C'est ça que j'ai trouvé très intéressant. Et sa thèse centrale réside dans l'idée que Sapiens a dominé seul la planète grâce à sa faculté imaginaire. Hein, l'imagination, je viens de vous dire, dépend de la substance spirituelle, permettant des coopérations en grand nombre. Et là, il a raison. Nous étions 6 genres humains différents selon la connaissance actuelle. Il y aura peut-être d'autres un jour. Les 5 autres, dont Néandertal bien connu, ont disparu sans explication. Peut-être que Néandertal s'est fondu avec Sapiens. Sapiens a donc su s'unifier grâce à ce que l'auteur nomme l'ordre imaginaire. Alors ça m'a beaucoup intéressé parce que nous allons voir tout à l'heure ce qu'est l'ordre irrationnel. Et ici, quand je parle de l'ordre irrationnel, ce n'est pas synonyme de déraisonnable. Je vous ferai la différence tout à l'heure.
C'est-à-dire cet ordre imaginaire, c'est cette capacité à inventer, hein, vous voyez le côté créatif, hein, de toutes pièces des mythes. C'est grâce à ces mythes que Sapiens a pu se regrouper en grand nombre, a pu coopérer en grand nombre et devenir maître et possesseur de la planète. Non seulement les mythes fondateurs ou religieux, ancestral, antique, même encore aujourd'hui, mais surtout ce qu'il donne comme exemple, et qu'il met tout ça dans le même panier, les mythes, le mythe des droits de l'homme, de l'égalité, de la liberté, de la fraternité, ainsi que toutes les valeurs universelles que je tente de fonder au cœur de la substance spirituelle. Donc vous voyez, pour lui, il n'y a de réalité que biologique. Et du coup, et c'est là où il arrive à cette thèse centrale pour laquelle je suis radicalement opposé, c'est que nous ne fonctionnons, nous ne décidons, nous n'avons plus de volonté, de liberté, rien de tout ça, parce que ce sont nos algorithmes biologiques qui nous guident, qui décident à notre place. Hein, et en passant par le cerveau, et du cerveau émerge la conscience, vous connaissez tout ça. Et donc, pour lui, la liberté, par exemple, qui est quand même quelque chose d'assez... Bon, des millions de gens sont morts pour la cause de la liberté, hein, ou l'égalité, eh bien, ça n'existe pas. Ça n'a pas de fondement, ce n'est que de l'imaginaire, ça appartient à l'ordre imaginaire. Donc il considère bien que cet ordre imaginaire est très important, puisque c'est ce qui nous a permis, effectivement, de nous rendre comme maîtres et possesseurs de la nature. Mais ça n'a pas de fondement. Bon, je le cite. En fait, Hammurabi et les pères fondateurs, je vais revenir dessus, et les pères fondateurs américains imaginaient pareillement une réalité gouvernée par des principes universels et immuables de justice, comme l'égalité, alors ça c'est pour les pères fondateurs, ou la hiérarchie, ça c'est pour le code de Hammurabi. Le code de Hammurabi, je crois que c'est il y a 3000 ans, hein. Qu'est-ce qu'il disait? Il disait que par nature, les êtres humains sont hiérarchisés, mais pas hiérarchisés comme maintenant, mais sous forme de castes. Il y avait les hommes libres, et puis il y avait, alors il ne devait pas y avoir les femmes libres, hein, on est bien d'accord, et puis il y avait une caste intermédiaire, et puis les esclaves. Eh bien, dans ce code d'Hammurabi, le même délit, hein, par exemple, on tuait un esclave. Si c'était un esclave qui avait fait ça, c'était la peine de mort. Mais si c'était un homme libre qui avait tué l'esclave, il avait une petite peine. Vous voyez, donc ce code était évidemment pour nous insensé, puisque totalement inégal, totalement, on n'est plus du tout dans ce type de paradigme. Eh bien, ce qu'il nous dit, il nous dit, voilà, que ce soit le code d'Hammurabi, ou que ce soit celui des pères fondateurs américains, tous ont cru, et croient encore, que c'est selon des principes universels et immuables de justice, comme l'égalité d'un côté ou la hiérarchie de l'autre. Donc évidemment, voilà l'erreur. Il dénonce, si vous voulez, l'erreur, que tout ceci n'a pas de fondement. Et évidemment, je m'insurge contre cette position-là. Je poursuis sa citation. Or, ces principes universels n'existent nulle part ailleurs que dans l'imagination fertile des sapiens et dans les mythes qu'ils inventent et se racontent. Ces principes n'ont aucune validité objective. Je poursuis. Un autre exemple est celui de l'ordre politique moderne, celui de la Révolution française. Les habitants du monde entier en sont venus à voir, dans l'égalité et la liberté individuelle, des valeurs fondamentales. Mais il ajoute, mais les deux valeurs se contredisent. L'égalité ne peut être assurée qu'en amputant les libertés de ceux qui sont mieux lotis. Garantir que chacun sera libre d'agir à sa guise nuira immanquablement à l'égalité. Toute l'histoire politique du monde depuis 1789 peut se lire comme un effort pour résoudre cette contradiction. Bon, fin de citation.
Son argument principal est le suivant. Aucun support biologique ne peut justifier, par exemple, la notion d'égalité. Ainsi, toutes les idéologies comme l'humanisme, le communisme, le socialisme, le capitalisme, il ajoute même le nazisme, ne sont que des mythes qui ont vécu leurs heures de gloire sans aucun fondement objectif. Évidemment, je m'oppose radicalement à cette thèse puisque je tente de montrer précisément que les valeurs universelles sont, en revanche, gravées en lettres d'or dans nos cœurs biologiques. Lesquels cœurs biologiques sont également métaphoriques puisqu'également constitués de substance esprit, c'est celle dont nous allons parler, laquelle substance esprit a pour langage les mythes, les légendes, la poésie. Vous voyez les deux visions de l'univers totalement à l'opposé. Dès lors, selon moi, nous sommes face à deux réalités, l'une matérielle, l'autre spirituelle. Pour lui, tout ce qui est du domaine spirituel, je ne devrais pas employer ce mot-là, parce que pour lui, c'est les mythes, voyez. Bon. Mais, évidemment, il n'y a qu'une seule réalité, elle est matérielle. Il n'y a aucune réalité spirituelle. Quant à la contradiction entre égalité et liberté, je l'ai déjà évoqué lors de l'étude sur la loi naturelle de coopération, et j'y reviendrai quand nous verrons le principe d'égalité. Elle est issue d'une confusion, selon moi, entre liberté individuelle et volonté. Ça, j'ai déjà abordé. La liberté n'est pas de la volonté, mais le consentement ou l'accord entre des volontés. Et le principe d'égalité est la recherche constante de réduire les inégalités. J'ai nommé cette constante, d'ailleurs, la constante d'équité. Ça, c'est ce que nous verrons la prochaine fois pour l'égalité. Et cette constante d'équité permet précisément de tendre vers la liberté. Bon, je passe, mais c'est juste pour dire, voyez, comment ces deux thèses s'opposent. Nous sommes donc face, toujours selon moi, à notre schéma habituel de la chute néolithique. Ici, l'appropriation illégitime réside dans une appropriation intellectuelle, consistant, tout en faisant le même reproche aux religieux, à fonder sa vision sur la seule vérité révélée et éternelle depuis 500 ans, la science. Ouais. Au fond, pour moi, il fait la même approche. Et cette appropriation intellectuelle n'est plus couplée à une idéologie mensongère, comme d'habitude, puisque l'auteur s'avère profondément honnête, on est bien d'accord, dans sa quête de vérité. A contrario des idéologues du libéralisme, lesquels savent qu'ils mentent au peuple, rien à voir. Mais sa loyale idéologie n'a qu'un seul défaut, elle élimine d'un revers de main, sans discussion, sans argument, la moitié de l'univers, et par suite la moitié de la réalité ontologique d'Homo sapiens. Du moins, celle que je vais tenter de montrer. Parfois, j'imagine qu'un jour, la foi lui tomberait dessus, comme elle est tombée sur moi, et alors toute son œuvre serait à réécrire, toutes ses déductions seraient à repenser. Mais non, moi, je lui souhaite quand même que ça lui arrive. Bref, voyons donc cette substance spirituelle. Alors, pour l'approcher, je suis parti de cette hypothèse. Des critères simples, vous allez voir, c'est simple. Les critères caractérisant la substance matière devraient être les mêmes pour caractériser la substance esprit, mais fonctionnant de manière symétriquement inversée. Sinon, l'homme perdrait l'unité en soi. Si tel est le cas, alors je réconcilie les deux hypothèses millénaires opposées entre dualisme d'un côté et monisme de l'autre. Vous avez les dualistes, il y a donc deux dimensions, deux substances, esprit et matière, et chez les monistes, vous en avez des monistes spirituels, donc c'est la substance esprit qui est seule, et puis des monismes matériels, c'est la substance matière qui existe seule. Bon, et du coup, l'homme posséderait bien une seule nature, mais avec deux versants. C'est comme ça que je vais vous montrer les choses, comme les deux facettes du même médaillon, où vous avez deux photos du Janus des Romains, où on voit sur les deux têtes comme ça. Évidemment, quand elle tourne, elle ne se voit jamais. C'est ça, notre nature, elle est comme ça. Elle est double et elle est dos à dos, si vous voulez.
Et étant dos à dos, on est très proche de la vérité. Mais c'était loin d'être suffisant, il me fallait au moins 10 critères du même acabit pour étayer ma thèse, c'est-à-dire fonctionnant de manière symétriquement inverse. J'ai donc cherché, et je fus le premier surpris. Je n'avais qu'un seul laboratoire à ma disposition, ma propre conscience, comme vous-même, hein, en vue de vérifier mentalement chaque critère. C'est pour ça qu'ils sont simples, hein. On n'est pas dans l'extraordinaire, hein. On est dans le quotidien de nos vies. De même, chacun donc pourra vérifier par lui-même, par exemple en répondant à ces questions simples. Ai-je en moi une seule conscience ou plusieurs? Oui, ce sera déjà une question qu'on va se poser, hein. Puis-je penser à deux choses à la fois en même temps, ou toujours l'une après l'autre, hein, et ainsi de suite pour chaque critère. J'ai ainsi donc répertorié 10 critères. Alors, j'ai aussi une autre image, c'est la double hélice du brin d'ADN. Hein, c'est cette double hélice qui est reliée, hein, ces brins forment une hélice et ils sont reliés. Voilà. Eh bien, c'est un peu ça, enfin c'est pas un peu ça, c'est même complètement ça. Je pense que le schéma de notre ADN, ben, c'est notre schéma de cette nature unique, mais qui a deux versants. Alors, abordons ces 10 critères. Alors, le premier critère, donc, on va dans la matière et on vérifie que la matière fonctionne bien comme ça. Donc, la matière est multiple et divisible. Ça, c'est pas trop contestable. C'est ce que nous vivons tous les jours. Elle est multiple, hein, et on peut la diviser. On va même jusqu'au quartz. On coupe. Eh bien, la substance esprit, alors, elle est une. Elle n'est pas multiple, elle est une et indivisible. Bon. Pardon. Eh bien déjà, est-ce que je peux diviser ma conscience et en faire deux consciences, où il y aurait deux je suis? Deux. Et bien ça, on est incapable de le faire. Il n'y aura toujours qu'un seul je suis toute notre vie. Après, de quoi est-il fait, c'est une autre question. Mais ça, c'est sûr, en nous, il y a un je suis. Vous voyez le côté unique. Et je ne peux pas le diviser. Je ne peux pas faire deux consciences avec deux je. C'est dans ce sens-là que je ne peux pas diviser ma conscience. En revanche, j'ai cette faculté elle est réflexive, c'est-à-dire que je peux prendre un objet, je peux même me prendre moi-même comme objet, hein, je peux prendre ma photo, hein, et puis je peux délibérer sur moi-même. Je peux délibérer sur toutes sortes de choses. Ça, c'est cette faculté fabuleuse que n'a pas la matière. Deuxième critère, la matière est corruptible. Un critère simple, on est bien d'accord. Donc, de l'autre côté, la conscience et la substance esprit est incorruptible. Alors là, c'est pareil. Alors si on est très jeune, ben on peut peut-être pas trop le savoir. Est-ce que ma conscience peut se corrompre au cours de ma vie? Mon cerveau, oui, mais ma conscience, non. En fait, vous avez quand même des tas d'exemples. Je pensais par exemple à Sophocle qui débitait Oedipe à Colonne devant ses juges parce que sa famille voulait le mettre en tutelle. Eh bien, à 82, 83 ans, il débitait, il a fait 1000 vers, ben, il débitait. Alors, c'était une époque où on apprenait beaucoup par cœur, on faisait vraiment travailler notre mémoire. Mais néanmoins, si vous voulez, et puis des tas d'exemples comme ça, il y en a, où effectivement la conscience en tant que telle n'est pas corruptible. Par contre, notre cerveau, lui, il l'est, et donc du coup, notre adaptation à la vie extérieure, nous avons besoin du cerveau, et donc bien évidemment, là, ça pose problème. Hein. Toute la mémoire, par exemple, est attachée aux synapses. Donc, d'ailleurs, on voit bien qu'au début de la vie, on a une mémoire mécanique. On sait retenir le numéro de téléphone, on a tout un agenda dans la tête, puis quand on arrive sur la fin, c'est la mémoire émotionnelle qui fonctionne. Hein. Bon. Troisième critère, la matière est donc par essence matérielle, et donc visible. Eh bien, la substance esprit, elle est immatérielle et invisible. Je ne peux pas voir ma conscience, je ne peux pas voir la vôtre, et vous ne pouvez pas voir la mienne. Hein.
elle est invisible et immatérielle, et pourtant, eh bien, c'est quand même une réalité. Moi, je veux bien qu'on dise que la conscience n'existe pas et la volonté n'existe pas et que rien n'existe de ce qui est du domaine spirituel, mais on vit avec. C'est difficile de dire que ça n'existe pas, mais elle est invisible. La matière subit l'entropie, son côté corruptible. Hein. Dans le temps, la matière perd son énergie, ce qu'on appelle l'entropie, et donc elle se défait, elle tend vers l'inertie. En revanche, la pensée, la substance esprit, elle a cette capacité à se complexifier. Alors, comment on peut le voir? Eh bien, on peut s'apercevoir que depuis le début de la vie jusqu'à aujourd'hui, la vie n'a fait que se complexifier pour arriver à faire un être humain, des organes, l'œil qui est complètement... Donc, là, si vous voulez, vous avez cette faculté au niveau de l'esprit, indépendamment de l'évolution de la vie qui s'est constamment complexifiée. Eh bien, vous voyez que nous sommes capables de monter par exemple des équations deuxième degré, troisième degré, quatrième degré. Je ne suis pas mathématicien, hein, mais bon, on est capable de faire des usines à gaz, si vous préférez. Hein. On est capable de toujours complexifier les choses. D'ailleurs, nous vivons dans un monde compliqué. Alors, je pense que c'est beaucoup à cause de l'égoïsme. Mais vous voyez qu'on est capable de se complexifier. Donc, la matière est linéaire. Je suis au 5e critère. Et je vous disais, par contre, la substance esprit, elle est réflexive. Notre conscience est capable de se réfléchir. Ce qui fait le langage commun. Tiens, tu devrais réfléchir à ceci, réfléchir à cela. C'est cette capacité réflexive qu'a la conscience, qu'a pas la matière. La matière ne peut pas se regarder. Hein. Elle ne peut pas se diviser et puis se regarder. Quoi, voyez. Par contre, la matière, elle vit, elle se dégrade de manière linéaire. Hein, c'est l'entropie, hein, et sans retour possible. Hein. Bon, si on remet de l'énergie, hop, ça va revenir. Mais il faut remettre de l'énergie. Et qu'est-ce qui met de l'énergie? Ben, c'est la pensée qui remet de l'énergie. L'intelligence artificielle, que je compare à l'intelligence humaine, l'intelligence artificielle, qui a de très beaux jours devant elle, elle est stérile, au sens non créatrice. Tandis que l'intelligence de l'homme, elle est créatrice. C'est vraiment notre intelligence, notre conscience qui est capable de créer, qui a tout créé. Toute création est partie d'une pensée, partie d'une intuition, hein, partie d'une hypothèse réfléchie. L'intelligence artificielle, elle n'aura jamais cette faculté-là. La matière subit donc l'entropie temporelle. Elle subit le temps. Tandis que la conscience, elle est atemporelle. Comment on peut le savoir? Ben, souvenez-vous, on ne peut aimer que dans l'éternité. Je ne peux pas dire « je t'aime » pour 3 ans tacitement reconductible. Si je dis à quelqu'un « je t'aime », c'est que je l'aime pour l'éternité, sinon ça ne veut rien dire ce que je lui dis. Donc ça veut bien dire que nous sommes parfaitement capables de penser l'éternité, qui est une des illimitations. Et de la même manière, en tout lieu, hein, c'est-à-dire dans un espace illimité. Bon, eh bien, donc la nature de la conscience, elle est atemporelle. Ce qui fait qu'elle peut aller dans le passé, elle peut se projeter dans l'avenir, ce que ne sait pas faire la matière. La matière subit l'entropie temporelle. Hein. Donc, toujours pareil, la matière est dans la durée vitale. Toujours la durée vitale entropique. Par contre, la conscience, elle vit dans l'immédiateté. C'est-à-dire que nous pensons dans l'immédiateté. Bien sûr, nous avons des enchaînements hypothético-déductifs, donc on enchaîne, donc ça dure un peu de temps, enfin très peu. Hein. Quand on prend une décision, c'est un 1/5 de seconde. On est vraiment dans l'immédiateté. Évidemment, un grand critère, bon, j'ai pas mis d'importance dans les critères, hein, j'ai mis le premier qui m'est venu. Bon. L'un des grands critères, ça on en a longuement parlé, c'est son caractère illimité.
c'est parce que nous avons la substance esprit est dans l'illimité, alors que la matière, elle est nécessairement limitée, et donc parce que nous pensons l'illimité, nous cherchons à nous approprier les ressources naturelles illimitées quant à elles. Bon. Donc là aussi, ce sont des critères simples. On sait, vous savez, il suffit d'être au fond de soi-même pour s'apercevoir que effectivement nous sommes capables de penser l'illimité. D'ailleurs, c'est le premier argument. Si nous ne pensions pas l'illimité, nous ne pourrions pas aimer. Nous ne pourrions pas vivre l'amour pleinement. Enfin, un dernier critère, le 10e, eh bien, ce sont d'un côté les connaissances terrestres qui sont nécessairement limitées, alors que du côté de la substance esprit, on est dans l'omniscience, c'est-à-dire que la connaissance est illimitée. Alors ça, c'est un critère que nous ne pouvons pas vivre, en tout cas nous les êtres humains communs, qui n'avons pas de don de charisme, nous ne pouvons pas vivre, nous n'avons pas l'accès à l'omniscience. Mais il faut bien, mon argument est le suivant, il faut bien se mettre d'accord que le théorème de Pythagore préexistait à Pythagore. Et toute la science physique, la science de la nature, la physique quantique, tout ce qui est toutes les sciences en tant que telles, pas les délires, hein, toutes les sciences, ces lois que nous découvrons petit à petit, que l'humanité a découvert petit à petit, elles préexistaient à l'homme. Il fallait bien, vous vous souvenez de cette question que se posait ce physicien Étienne Klein, qui posait la question, la formulation des lois naturelles, c'est les mathématiques. Alors, est-ce que les mathématiques font partie de la nature, ou est-ce que l'homme a inventé les mathématiques pour décrire la nature? C'était sa question. Hein. Et je répondais, mais enfin, voyons, l'homme est extrait de la nature, l'homme sort de la nature, l'homme fait partie de la nature, comme les mathématiques, bien sûr. Hein. Et donc, évidemment, les lois naturelles, les lois physiques, que l'on traduit par des équations mathématiques, préexistaient bien sûr à l'homme. Bon. Donc, ça veut bien dire que quelque part, nous avons alors pas un seul être humain, pas une seule conscience, mais si vous ajoutez tout ce qui a été découvert, eh bien, on est quand même, alors on a encore beaucoup à découvrir, on est bien d'accord, mais vous voyez, il y a le côté omniscience dans la substance esprit. Donc, notre conscience, qui est notre seul outil de substance esprit, ainsi définie par ces critères que l'on peut comme ça voir symétriquement inversés, sont invisibles, immatériels, abstraits, mais pas absents de nos vies quotidiennes. Voilà, c'est ça, si vous voulez, cette conclusion, cette première conclusion, elle est quand même très très importante. Mais c'est pas fini, c'est pas suffisant. J'ai procédé de la même manière avec les 3 principes qui fondent la pensée rationnelle, et ainsi vérifié la présence en nous d'une pensée irrationnelle qui n'est pas déraisonnable, qui répondant dans le même ordre, avec un O majuscule, hein, souvenez-vous de l'ordre imaginaire d'Harari, mais inversé. Donc je m'explique. 3 principes fondent la logique rationnelle: la causalité, la non-contradiction et le principe de réalité. Hein. La causalité, tout est fait à une cause. Hein. La non-contradiction, je ne peux pas dire à la fois qu'une porte ouverte est fermée. Bon. Et puis, si je dis qu'il y a de la neige rouge, il va falloir que je montre, donc principe de réalité, que je montre la neige rouge. Donc, ces 3 principes, symétriquement inversés, ça nous donne, face au principe de causalité, le principe de cause de lui-même ou cause à suit. Nous l'avons vu avec la volonté. C'est d'ailleurs son prototype. Hein. Outre qu'elle présente d'ailleurs un caractère illimité, cette volonté, elle est bien du côté substance-esprit, sa particularité décisionnelle ne dépend pas au final de cause extérieure. C'est simple, si c'est une cause extérieure qui détermine, qui est cause première de ma volonté et de votre volonté, alors la volonté n'existe pas, puisque c'est une cause extérieure qui vient la faire agir.
Donc c'est simple, ou on n'en a pas, ou on en a une volonté. Et si on en a une, elle est cause d'elle-même. Elle ne vient pas de l'extérieur, elle ne vient pas d'une autre cause, ou du cerveau, ou de tout ce que l'on veut. Elle est là. Et donc, si elle est là, elle est cause d'elle-même, puisque par définition, la volonté, c'est décider. Hein, c'est poser un acte, la volonté. Donc, on a vu que son libre arbitre aussi déterminé est illimité. Alors, toujours cette même volonté, mais vous verrez que ça va aller jusque pour l'ensemble de toutes les valeurs universelles fonctionnent de la même manière. Et donc, face au principe de non-contradiction, vous avez le principe de contradiction émotionnelle interne. Alors là, il faut bien distinguer. Voilà. D'abord, la condition émotionnelle interne. Quand elle délibère, par exemple, elle délibère entre une posture A, je l'aime, et la posture non A, ça me fait peur. Vous avez aussi je l'aime et je le déteste en même temps. Hein. Bon. Ou encore, je vous prenais l'exemple des grévistes qui hésitent entre poursuivre leur grève, posture A, et arrêter faute de résultat, et du coup, perdu chaque jour de grève, posture non A. Vous voyez ? Après délibération, ensemble, conjointement, ils finissent par trancher. Hein. Toujours pareil, ce qui fait la liberté, c'est le consentement de plusieurs volontés. Et donc, ils ont décidé d'arrêter, par exemple. Et c'est donc en ce sens que la volonté humaine appartient au versant spirituel de l'homme. Vous voyez, c'est cette capacité à délibérer, posture A, posture non A, on vit tout le temps avec ça, c'est tous les jours, on a des dilemmes, hein, tous les jours. Et donc, nous voyons bien que nous vivons avec ces contradictions émotionnelles internes. On les rationalise, on se les raconte, on délibère, mais elles sont à l'origine émotionnelles, elles sont de cet ordre-là. L'émotion fait partie de la substance spirituelle, je n'avais pas précisé. Bon. Donc à ne pas confondre avec se laisser aller avec des contradictions rationnelles. Hein. Je peux pas dire ceci existe si c'est juste du délire dans ma tête. Là, toutes les contradictions rationnelles, si on ne les règle pas, c'est déraisonnable. On n'est plus dans le monde irrationnel de l'esprit, on est dans le monde de la déraison. Il faut bien les régler. Si j'ai une contradiction dans une étude scientifique quelconque ou dans une hypothèse rationnelle quelconque, eh bien évidemment, je dois la régler. Donc c'est bien ne pas confondre, bien sûr, les contradictions rationnelles qui engendrent la déraison, qui sont déraisonnables, qui montrent qu'il y a un piège, qu'il y a un problème à régler, on n'a pas tout compris, et puis les contradictions émotionnelles internes qui, elles, sont naturelles. Ça, c'est totalement normal, nous vivons tous les jours avec. Alors, voilà. Et il reste le principe de réalité. M'impose de montrer matériellement, je vous disais que la neige est rouge, si je l'affirme. En revanche, nous ne saurions montrer du doigt la liberté, en soi, ou toute autre valeur universelle. De même, nous savons dire que nous aimons, mais nous ne pouvons ni montrer l'amour en soi, ni le prouver rationnellement. Ça s'impose à nous. C'est pourquoi Montaigne disait de son ami la Boétie, c'est l'exemple emblématique, parce que c'était lui, parce que c'était moi. C'est ce qui m'a donc permis de concevoir deux modalités de pensée en nous. Le mode rationnel bien connu, mais également un mode irrationnel. Ce mode de pensée répond à un ordre irrationnel tout aussi valide que l'ordre rationnel. C'est l'ordre imaginaire chez Harari. Le premier travail avec l'intelligence du cœur sur la créativité artistique par exemple, tandis que le second travaille avec l'intelligence pratique sur l'objet scientifique, hormis le côté créatif dans la science. Mais ensuite, c'est l'intelligence pratique qui fait, ou la technologie.
Voilà, notez que la créativité scientifique permet les découvertes, elle fait travailler les deux ordres ensemble. Parce qu'en fait, vous l'aurez compris, l'idée c'est de marier les contraires toujours, c'est donc de travailler avec les deux, mais en conscience. Pas se laisser agir à l'intérieur de soi-même entre des émotions polluées par exemple, qui ne sont plus productives de vie, productives d'un intérêt ou d'avenir. Voyez. Bon, les dépressions par exemple. Donc si deux mondes cohabitent en nous, alors deux vérités s'expriment en nous également, mais toujours selon des critères identiques, fonctionnant de manière symétriquement inversée. Donc j'ai fait la même chose avec, si nous avons deux dimensions, il y a deux mondes en nous, je l'ai appelé le monde de la preuve pour le monde rationnel et le monde de la foi pour le monde irrationnel. Et ça veut donc dire que de ces deux mondes, il y a deux prototypes de vérité. Une vérité rationnelle face à une vérité émotionnelle que je nomme vérité vitale. Alors, vous pouvez aussi dire vérité de vie. C'était Françoise Dolto qui employait cette expression, vérité de vie, pour soigner ses nourrissons à Antony. Et elle est vérité vitale parce qu'elle est aussi une vérité psychobiologique. Par exemple, alors, pour bien comprendre déjà, un exemple, un des critères, pour bien comprendre, la vérité scientifique, elle est en soi amorale. Il n'y a pas de morale dans une découverte scientifique. Après, c'est ce qu'on en fait. Hein. Mais au moment de la découverte scientifique et de l'application scientifique, enfin peut-être à l'application il commence à y avoir une morale, si on fait une bombe ou si on soigne, ça ne fait pas la même chose, c'est là où il y a une moralité. Mais dans la science elle-même, elle est amorale. Tandis que la vérité vitale, elle est morale. Je vous donne un autre exemple, la vérité scientifique non validée, hein, ce que Karl Popper appelait une hypothèse nulle, eh bien c'est une erreur. Par contre, dans la vérité vitale, le contraire de cette vérité vitale, c'est le mensonge. Et là, on est du côté moral. Vous voyez que ce n'est pas du tout la même chose. On a bien deux vérités. Et écoutez, pardonnez-moi, mais nous vivons tous avec la problématique du mensonge. Hein. Politique, enfin, on est dans un monde où le mensonge est extrêmement facile. Et vous voyez qu'on ne peut pas confondre ces deux vérités-là. Donc là aussi, j'ai mis 10 critères pour bien distinguer ces deux vérités. Alors les voici. Le premier, c'est moral, donc, et l'autre amoral. Le deuxième critère, c'est que la vérité vitale, elle est irréfutable. On ne peut pas réfuter ce que nous avons vécu, voyez-vous. Alors que la vérité scientifique doit être réfutable pour être une science. C'est un des critères pour être une science. Eh bien, la vie que nous avons, elle est là, mais je peux ni la montrer, nous vivons par évidence, si vous voulez. Je ne peux pas réfuter ce que je vis. Et je ne peux pas réfuter ou démontrer mon vécu vital, voyez-vous, ce vécu émotionnel, hein, ou le vécu historique. Je ne peux pas démontrer, je suis agressé agressé dans la rue. Toute la question pour aller devant le tribunal, c'est avoir des preuves matérielles. Si je n'ai pas de preuves matérielles, je ne peux pas montrer que j'ai été agressé. Voyez, la vérité vitale, et puis l'amour que l'on reçoit, c'est pareil. Je ne peux pas démontrer l'amour que je reçois ou que je donne. Vous voyez, c'est irréfutable. De la même manière, la vérité du côté rationnel est rationnelle, c'est un des critères, et donc l'autre, la vérité vitale, elle est irrationnelle. Donc elle répond aux trois critères que nous venons de voir, irrationnelle, donc cause à suit, hein, cause d'elle-même, hein, contradiction émotionnelle interne et principe de réalité spirituelle. Je ne peux pas montrer la liberté, je ne peux pas montrer l'amour, mais je peux en voir les effets, mais je ne peux pas montrer l'amour en soi. C'est dans ce sens-là où le principe de réalité spirituelle, elle est immatérielle, invisible, abstraite, mais pas absente de nos vies.
La vie et la vérité, parce que c'est la même chose pour la vie qui nous anime, ces mêmes critères, c'est aussi la vie qui nous anime. La vie d'une manière générale qui nous anime, elle a les mêmes critères. Et donc, elles sont indivisibles, hein, puisque c'est normal, puisque la substance esprit est indivisible. Tandis que la science, elle travaille sur des objets partiels. Si je peux pas, j'ai pas une science qui englobe comme ça tout l'univers. J'ai pas une loi générale. D'ailleurs, elle est recherchée depuis Einstein entre l'infiniment petit et l'infiniment grand. Ils ont toujours pas trouvé. Ils trouveront peut-être un jour, si vous voulez. Mais ces lois, même si on arrive un jour à une loi générale entre l'infiniment grand et l'infiniment petit, elles ont été découvertes de manière partielle, petit à petit. Hein. On met un objet en laboratoire et puis on l'analyse. Bon. Par contre, dans la vérité vitale, elle interagit sur le présent et mord sur le futur. Hein. Ce qui nous impose d'ailleurs de ne jamais laisser derrière nous des trous symptomatiques. Alors, je ne vais pas rentrer là maintenant, ça va être trop long. Déjà, je fais 2 parties, hein, parce que ça va être un peu long. Et donc, si vous voulez, je peux quand même vous dire que si vous niez une partie de votre vie, c'est-à-dire qu'on introjecte, on renie, voyez, on crée un trou symptomatique. Qu'est-ce que fait le symptôme ? Il recrée un lien dans cette vie qui est indivisible. Et quand on a pris conscience du message du symptôme, alors le lien est refait, et donc on peut continuer à vivre. Alors c'est très partiel ce que je vous dis là, mais voilà, c'est juste de comprendre que l'idée, c'est que de notre naissance, même de la vie fétale, jusqu'à notre mort, il y a quelque chose d'indivisible. Je ne peux pas nier une partie de ce que j'ai vécu. Je peux regretter, mais ce qui est fait est fait. On ne peut pas y revenir. Donc, elles aussi, elles sont uniques. Pour chacun d'entre nous, notre vie est unique, ce qui leur confère d'ailleurs un caractère sacré. Mais ne nous autorise pas pour autant à vivre n'importe quelle vie, ni à nous victimiser sous prétexte que nous en aurions qu'une seule. Là aussi, j'avais qu'une seule, on m'a foutu ma vie en l'air et j'en avais qu'une seule, vous voyez, voilà. Bon. La vie, elle est aussi unique sur Terre depuis son origine miraculeuse. Hein. Tandis que la science, elle travaille sur le multiple. Hein, on retrouve les critères, bien sûr. Alors, bien sûr que nos vies sont, comme elles sont indivisibles, elles sont irréversibles. Ce que j'ai vécu, je l'ai vécu. Je ne peux pas revenir en arrière. Je peux, par ma réflexion, revenir en arrière et y réfléchir, mais je ne peux pas changer. Je ne peux pas faire un retour dans le passé. Bon. Tandis que les expériences scientifiques, elles doivent être réversibles pour être une science. Je dois pouvoir, si je prends une goutte d'eau, je fais 2 hydrogènes, 1 oxygène, je peux ensuite prendre 2 oxygènes et 1 oxygène et faire ma goutte d'eau. Hein. Elles sont imprévisibles aussi. Nos vies sont imprévisibles. Notre vérité vitale est imprévisible, car elles seront toujours créatrices d'imprévus. C'est ce qui fait d'ailleurs celle de la vie, hein, aussi. Enfin, des fois, on aimerait bien pouvoir mieux maîtriser, mais elles sont imprévisibles. Et quels que soient nos calculs ou nos convictions, on se dit, tiens, je vais à un rendez-vous d'embauche, alors je vais faire ça, je vais dire ça, je vais montrer ça, je vais faire comme ci, je vais faire comme ça, puis je vais voir comment. Puis finalement, quand on arrive, il se passe autre chose, parce qu'il y a une interaction des deux, et donc il y a toujours le côté imprévisible. En revanche, la science, au contraire, sa fonction, c'est de prédire. Donc, c'est pas en amour, par exemple, on ne peut rien prévoir. Je peux dire, au présent éternel, je t'aime. Mais dans 10 ans, personne ne le sait. C'est dramatique de dire ça. Mais c'est vrai, c'est ainsi. C'est imprévisible. La science, elle prédit. Elles sont singulières, car toute vie et toute vérité vitale sont différentes. Ce qui nous impose notamment d'accepter la singularité d'autrui. Nous avons tous des vies différentes. En revanche, l'approche de la science, elle est générale. Vous voyez, j'ai toujours un critère symétriquement inverse.
elles sont aussi, vie et vérité vitale, inimitables. Car chaque expérience de vie, que ce soit son propre passé ou la vie d'autrui, est inimitable. On voudrait bien des fois avoir imité telle vie, avoir telle vie de tel artiste, de tel footballeur. Ouais, mais ça, c'est du rêve. Hein. Et c'est pareil, chaque expérience de notre passé, je veux dire par là, si je vais 10 ans passer mes vacances au même endroit, hein, chaque année, j'aurai des vacances différentes. Et pourtant, je suis au même endroit. Il y a la mer, il y a les dunes, il y a le village de vacances. Oui, mais ça ne sera jamais la même chose. Hein. Donc, vous voyez, on ne peut pas imiter ou reproduire une expérience vitale. Enfin, le 10e critère, elles sont, vie et vérité vitale, contagieuses dans leurs relations émotionnelles. Hein. Ce qui fait de l'homme par nature un être fraternel et non dominant. Hein. C'est une des caractéristiques de la vie humaine et de sa vérité vitale, c'est contagieux. Une exception, la foi en Dieu. J'en ai déjà parlé, mais c'est la seule exception. Ça, elle n'est pas contagieuse. Hein. On est totalement libre de dire éternellement non à l'amour divin ou à un être, quel que ce soit comme on l'appelle. Par contre, tout le reste, sur le plan émotionnel, dans la vie humaine, c'est contagieux. En revanche, la science, elle cloisonne ces objets d'étude pour pouvoir les étudier. Sinon, elle ne peut pas étudier le fonctionnement propre de leurs attributs. Elle doit cloisonner ces objets. Alors que la vie et la vérité vitale et la vie, et c'est un des problèmes, si vous voulez, c'est que si vous êtes dans un foyer dépressif, vous devenez dépressif, vous êtes un foyer d'amour, vous êtes construit par l'amour. Vous voyez, ce côté contagieux. Donc, la vie, au sens spirituel du terme, hein, et sa vérité vitale sont donc, là aussi, immatérielles, invisibles, abstraites, mais pas absentes. Voilà, donc ça c'est la première partie. Donc vous avez deux mondes, donc, hein, le monde de la preuve et le monde de la foi, un ordre rationnel, un ordre irrationnel, ou l'ordre imaginaire d'Harari. Hein. Alors, oui, mais ça je vous l'ai déjà expliqué, j'ai nommé monde de la foi, non pas en rapport avec la foi religieuse, mais la foi en soi. La foi en autrui, la foi en la vie, la foi en l'amour. Hein. C'est cette foi-là qui fait l'effet placebo. Et donc, c'est ce monde de la foi, quand on a le moral, on est sur une pente guérissante. Vous voyez, l'effet placebo est fondé sur la foi. Vous avez un excellent livre, c'est Patrick Lemoine, qui a écrit Le mystère du placebo. C'est très intéressant à lire pour s'apercevoir comment ça fonctionne. Et c'est vrai que la foi en un docteur, la foi en professeur Raoult, par exemple, que nous adorons tous beaucoup, si j'attrape le Covid, là, je vais direct chez lui. Hein. Bon, je ne suis pas trop loin, je suis à 1h30. Et je dirais que je vais chez lui parce que j'ai foi en lui. Donc déjà là, j'ai 30% de guérison en route. Donc pour ça, le monde de la foi, c'est ça. C'est pas la foi en Dieu, c'est le monde de la foi, parce que c'est la foi en soi, la foi en ses émotions, positives bien sûr, hein, qu'il faut marier avec le monde de la preuve. Donc en synthèse, nos deux versants, monde de la foi et monde de la preuve, ont ceci en commun. Tous les principes, leurs caractéristiques, comme leurs attributs, sont les mêmes, mais symétriquement inversés. Ça, c'est 1. Si le monde de l'esprit nous est a priori inconnu, a posteriori, par cette méthode d'inverser symétriquement leurs caractéristiques, nous avons accès au fonctionnement de notre conscience et de son monde, du monde de l'esprit. Donc ça me paraissait quand même très intéressant d'aborder la dimension spirituelle sur cet aspect-là. Enfin, c'est celui-là qui m'a intéressé, et c'est celui-là, si vous voulez, qui nous permet, je pense, rationnellement, hein, si je puis dire, disons que en toute logique, il y a bien quelque chose en nous qui correspond à tous ces critères symétriquement inversés. Et nous les vivons. C'est pas très difficile.
voyez, sont simples, c'est pas très difficile, par soi-même, de s'arrêter et de se dire, est-ce qu'effectivement, oui, la science, elle est morale, mais la vérité de mes expériences, la vérité de mes trahisons ou des bonheurs que nous avons vécus, cette vérité-là, elle a un fondement moral. Et si je suis hypocrite et si je mens à mon ami, on a un problème moral et on va créer une vérité vitale qui va être catastrophique. Bon. Le troisième critère dans cette synthèse, ces deux mondes en nous proviennent donc de la même origine. C'est ça qui est très important, c'est qu'en fait, ces deux versants, c'est bien deux versants qui ont une même origine. C'est pour ça que la discussion dualiste et moniste, finalement, ils ont à la fois tous tort et raison. Vous voyez, je ne veux pas dire par là que j'ai raison, hein, mais disons que le meilleur modèle, me semble que c'est une seule nature, mais tout de suite dédoublée en deux versants. Hein. Alors, est-ce qu'il y a un primat de l'une sur l'autre? Pour moi, évidemment, spiritualiste, je dirais qu'il y a un primat de l'esprit. Mais, mon Dieu, cette question-là, je ne sais pas y répondre. Par contre, ce qui est sûr, c'est une seule et même origine. Donc, grâce à cette méthode d'aller rechercher les mêmes critères pour définir le côté rationnel, matériel, qui nous permet de définir le côté spirituel, irrationnel, émotionnel, eh bien, nous permet de voir qu'effectivement, ces deux mondes en nous ont une seule origine. Et en fait, qu'est-ce que nous avons à faire? Et c'est ça la sagesse, c'est rien d'autre, c'est facile, c'est simple, c'est effectivement de réconcilier en nous, parce qu'il y a un libre arbitre, et donc là, on peut tourner le dos à l'une des deux, à l'un des deux versants, peut tourner le dos, hein, et à ce moment-là, on est des divisés, hein, et divisé en grec, ça se dit diabolos. Et donc, vous voyez, et l'idée, c'est de créer l'unité en nous, et comment on fait cette unité? En mariant ces deux mondes. Hein. L'opposition raison-passion est pour moi ridicule. Hein. Ça n'a aucun sens. Par contre, avec des passions tristes, je peux utiliser ma raison pour m'en sortir, on est bien d'accord. Il n'y a pas non plus un primat de supériorité entre rationalité et irrationalité. Hein. Les deux doivent travailler ensemble comme deux frères. Voilà. C'est ça ce que je veux vous dire. Bon. Voilà pour la première partie. Dans la deuxième partie, nous allons voir, je vais revenir sur ces deux versants de la nature double, et puis je vous avais dit que je vous dirai un mot sur qu'est-ce que j'appelle des objets spirituels. C'est toutes les valeurs universelles, mais là aussi, je vais vous montrer comment ils fonctionnent de manière irrationnelle. Voilà, je vous remercie, et puis je vous retrouve peut-être, j'espère, pour la deuxième partie.